On a cette situation actuelle, la Russie qui a agressé l'Ukraine. Et inévitablement, cette crise qu'on dit mondiale, même si elle est européenne, a de grandes retombées sur l'Afrique. Que me dit la professeure de droit? Que me dit l'internationaliste? Comment elle regarde ça? Bon, déjà, je dis bonjour à tout le monde. Je vous remercie pour cet intérêt renouvelé pour ma personne, déjà assumé il y a quelques années au Québec. Alors, ce qui se passe aujourd'hui avec la Russie et l'Ukraine nous prouve juste que l'histoire du monde est une histoire qui bégaye. Parce que la Première Guerre mondiale a commencé sur une hypothèse similaire. Et la crainte à l'époque est finalement la crainte d'aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement, derrière un incident qui peut paraître isolé, c'est-à-dire un incident entre l'Ukraine et la Russie, quelle est la peur derrière? La peur derrière, c'est qu'ils se mettent en place un système d'alliance où il y ait des alliés de la Russie et des alliés de l'Ukraine, comme ça s'est fait pendant la Première Guerre mondiale à la mort de l'archiduc Ferdinand, et des alliés de l'Ukraine, et que ce système d'alliance de protection qui existe en vertu d'accords bilatéraux, multilatéraux, aboutisse à une troisième guerre mondiale. Donc finalement, la crainte, c'est ça. Mais il faut revenir aussi à l'histoire et dire que concernant les rapports précisément de la Russie et de l'Ukraine, on n'en est pas aux premiers incidents. En réalité, tous les actes que la Russie pose aujourd'hui, elle a donné le là depuis 2014, avec la guerre du Donbass, tout ce qui s'est passé au Donbass, avec ce qui a été qualifié d'annexion de la Crimée. Donc, aujourd'hui, nous sommes choqués, je ne veux pas être cynique parce qu'il y a beaucoup de sang qui coule, mais ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'une montée en gradation, en puissance de ce qui s'est passé en Crimée. Et finalement, quand on écoute, en tout cas, le discours, la politique juridique de quelqu'un comme Poutine, on voit bien que ce n'est pas une politique de la coïncidence ou du hasard. Poutine est en train de mettre en œuvre tout ce qu'il a dit qu'il ferait. Donc, la question aujourd'hui, c'est comment vont réagir les alliés de l'Ukraine et les alliés de la Russie. Est-ce qu'on va les laisser dans ce duel à fleuret moucheté à deux? Quelles sont les conséquences pour le monde? Surtout qu'il y a un troisième homme qui derrière est l'OTAN. Parce que finalement, on est en filigrane entre le conflit entre la Russie et l'Ukraine, d'un conflit qui est finalement le conflit entre la Russie et l'OTAN. Parce que sur le point de vue historique, ce qui peut choquer un peu l'opinion publique internationale, c'est que l'Ukraine a accepté une démilitarisation pour se rapprocher de l'Europe. Elle a fait beaucoup de concessions. Et aujourd'hui, quelque part, c'est ce qui lui coûte de s'être un peu arrimé à la légalité internationale. Mais les dernières évolutions sur le terrain nous montrent clairement, et je dirais, mon point de vue doit être nuancé, parce qu'en réalité, vous me demandez de me prononcer en tant que professeur de droit international, juriste, sur une question qui n'est pas juridique et politique. Parce que si on reste uniquement focalisé sur la question du droit international, c'est très clair. On a un article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies qui dit qu'aucun État ne doit porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un autre pays. C'est d'ailleurs ce principe qui a fait que nous, États africains, puisqu'on doit ramener le miroir vers nous, nous avons adopté dans les années 60, au lendemain des indépendances, le principe de la tabula rasa, c'est-à-dire de conserver les frontières que nous avions héritiées des colons, ce qui a causé à l'origine de nombreuses guerres. Donc aujourd'hui, véritablement, la question c'est qui est derrière qui? Et vous avez vu qu'il y a une résolution qui a été votée aux Nations Unies, dont les résultats sont très contrastés. Dans cette résolution, vous avez de nombreux pays africains qui ont clairement voté contre pour. Un seul État africain a voté contre le retrait immédiat de la Russie en Ukraine. Contre, de manière très claire. Oui, un seul État africain a eu un vote dans la résolution qui est complètement en faveur de la position russe, pour être plus clair, qui est l'Érythrée.
tous les autres États, nous avons l'Angola, nous avons des pays comme le Niger, voilà, qui se sont montrés clairement, entre parenthèses, pro-ukrainiens. Il ne faut pas avoir une vision nuancée, une vision comme ça un peu manichéenne en droit international. Mais je fais un schéma pour que tout le monde... Mais vous avez des États comme le nôtre, le Cameroun, qui ne s'est pas abstenu, mais qui n'a pas voté. L'État du Cameroun n'a pas voté, l'État du Burkina Faso non plus. Ils ne se sont pas abstenus, mais ils n'ont pas voté ni pour ni contre. Et en politique étrangère, en politique juridique extérieure, ce que l'adresse de la charia appelle la manière dont un État utilise politiquement des instruments juridiques, ce ne sont pas des actes qui sont dénués de sens. Mais nous savons qu'en matière de politique étrangère, le Cameroun, dans des positions qui sont comme celle-là, c'est-à-dire que le Cameroun aujourd'hui, on voit toujours les rapports avec les membres du Conseil de sécurité. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, finalement, la Russie ne serait pas au Conseil de sécurité qu'on ne parlerait peut-être pas de cette affaire. Donc le Cameroun a des relations qui sont peut-être pas aussi fortes qu'avec la France, avec la Russie, qui est un membre du Conseil de sécurité. Donc je pense, mais sans pouvoir préjuger de la politique qui a été choisie par nos autorités, que ça a été une tactique, qui est une tactique diplomatique, de dire nous ne nous abstenons pas, nous ne votons pas pour, et pour le moment, nous prenons le temps, et aussi en fonction de l'évolution des rapports de force, de définir quelle sera la position du Cameroun, qui n'est peut-être pas définitive, hein, rien ne dit qu'elle ne va pas évoluer. Parce qu'aujourd'hui encore, sur le terrain, vous voyez bien que Poutine, militairement, ne gagne peut-être pas aussi rapidement qu'il l'aurait cru. Je voudrais vous garder sur le terrain africain. On sait que, on le dit, les plaques tectoniques, pour utiliser un peu un terme galvaudé, sont en train de bouger. Les puissances sur le terrain aussi, c'est en train de changer. Vous vous êtes exprimé là-dessus. L'Europe et ce qu'on appelle l'Europe de Schengen, la France et tout ça, n'a plus la même influence qu'elle avait. On a vu la Chine arriver, on a la Russie qu'on voit, Mali, RCA juste à côté du Cameroun. Jusqu'à quel point la présence de la Russie, de la Chine, entre autres, influence la position des Africains sur le conflit actuel? Bon, de toute façon, il faut savoir que du point de vue des relations internationales, on est en train de se situer, le monde est en train de changer. On est dans un contexte de Covid, mais vous voyez bien qu'on a une remise en cause du paradigme colonial. Parce que le discours de la Russie, c'est de dire que nous n'avons pas été des colons. Et ce discours, il ressemble à qui? Il ressemble à quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup, mais qui pèse beaucoup, c'est le parent chinois. Parce que finalement, il y a eu des sommets Russie-Afrique. Hein, dans le bel élan de la route de la soie chinoise, la Russie s'est intégrée dans le sillon pour dire aux Africains qu'il faut remettre en cause les fondamentaux occidentalistes, c'est-à-dire français, ouates, anglo-saxons, américains, britanniques, parce qu'eux, ils n'ont pas colonisé, ils proposent aux Africains des rapports qui seraient plus égalitaires. Pour le moment, la Russie, on a vu ce que ça a aussi causé en Afrique. On voit les incidents qu'il y a eu en Centrafrique récemment avec des membres supposés d'une milice de Wagner qui auraient quand même quelques relations avec le régime russe. On voit ce qui s'est passé en Russie. On se rend bien compte donc qu'il y a de nouveau une sorte de sympathie pro-russe. Parce que la Russie est en train de se présenter comme une solution à mi-chemin entre la grande adhésion à la Chine, qui commence à montrer ses limites sur le continent, en termes d'exploitation des ressources naturelles, de non-respect des normes environnementales, et entre le retour vers la France, qui elle aussi a montré ses limites avec son système de France-Afrique, où nous, Africains, nous ne nous sommes pas sentis considérés. Donc, sur cette image, Poutine a beau jeu. Il a beau jeu. Il dit, moi, je suis en train de refonder un nouvel ordre mondial dans lequel je vais redonner la voix aux sans-voix, c'est-à-dire aux pays africains. Et on comprend bien que ce discours-là puisse séduire des pays comme le Mali, qui le revendiquent, qui l'affirment, qui se situent dans cette mouvance. Des pays comme le Mali, ou même la jeunesse africaine, qui aujourd'hui est peut-être plus revendicative. De toute façon, quand on est jeune, c'est ce qu'on fait.
Oui, parce que Poutine est intelligent. On a beaucoup parlé dans tous ces conflits africains, notamment, je parle de la Centrafrique parce que je m'y intéresse en ce moment. Il y a d'abord une conquête des esprits. C'est-à-dire que pour conquérir l'opinion publique nationale ou internationale, on fait passer, véhiculer des images subliminaux. Ça s'est fait en France, hein, lors des campagnes politiques de François Mitterrand. Alors, en fait, je dis, Poutine se présente comme quelqu'un qui ressuscite des idées qui finalement ne sont pas éloignées du panafricanisme. D'accord? Où il dit, on peut refonder le monde et vous avez une place. On a un rapport d'égal à égal. Et je ne viens pas en Afrique, forcément comme la Chine, pour prendre de vos ressources naturelles, parce que nous, on a aussi des ressources naturelles. Je viens vous amener un rapport qui est un rapport gagnant, qui est un rapport où on pourra travailler ensemble avec des questions qui sont forcément liées aux questions aussi d'industrie d'armement et d'approvisionnement diverses. Donc c'est un nouveau discours, et comme les nouveaux discours sont toujours charmants, il a au moins le mérite de plaire et de séduire la jeunesse qui se reconnaît en se disant on est fatigué. On est fatigué de la France et on est déjà fatigué de la Chine, puisque la Chine finalement, quelque part, les pactes qu'elle propose à l'Afrique sont quelquefois des pactes faustiens, où en fait elle donne d'une main ce qu'elle reprend de l'autre. On construit des stades, on construit des hôpitaux, mais à coup de quoi? Ça m'amène en fait, ce que vous dites, on voit que jusqu'aujourd'hui, on a toujours cette influence des anciennes puissances. Hein, et ça m'amène au second volet que je voulais aborder avec vous, qui là concerne le Cameroun. Vous avez dit tantôt que vous n'alliez pas y couper. Que je n'allais pas. Vous m'avez fait le chemin camerounais. De vous amener. Non, je vais vous y amener parce que vous êtes au Canada. À l'heure actuelle, il y a une similitude quand même entre le Canada et le Cameroun, c'est ce bilinguisme, hein, français-anglais. Et on sait qu'à l'heure actuelle, je parle de bilinguisme linguistique. Et on sait qu'à l'heure actuelle, il y a un conflit qui perdure au Cameroun entre ce qu'on appelle la zone anglophone et du moins l'armée de tout le reste du pays. Je prends des précautions, vous le constatez, hein, pour les mots que j'utilise. Aujourd'hui, est-ce que, je vais la poser comme ça depuis temps blanc, est-ce que c'est un conflit, je ne dirais pas linguistique, mais entre deux entités linguistiques? Moi, en fait, je n'adhère pas à ces histoires de conflits linguistiques. Je pense, je suis plutôt favorable à une histoire d'anglophonie identitaire. Parce que si on estime que ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, ce qu'on appelle la question anglophone, je préfère ce titre plutôt que la crise anglophone, cette terminologie est plus neutre, on se rend bien compte que déjà de manière géographique, dans le nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, il n'existe pas que des populations anglophone, dite anglophone au sens classique. D'ailleurs, aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, qui est anglophone? Nos enfants qui vont à l'école au Cameroun à partir de 2 ans. La nouvelle génération en cours est une génération qui parle complètement anglais. Nos enfants, nos petits-enfants. Donc, on ne peut pas définir ce critère sur le critère de l'élocution, le fait de parler, la diction de la langue anglaise. Vous vous rendez bien compte que dans des régions comme Bouéa, vous avez des familles Bakweri, je ne connais pas exactement toute la toponymie du Cameroun, mais vous avez des familles Sawa. Vous avez même des peuples Batanga qui sont de cette région-là. Donc je crois que là aussi, on a mal géré non pas cette colonisation, mais ce double protectorat anglo-britannique. Et ça a un lien avec ce dont j'ai parlé dans mon livre sur la question de Bakassi, c'est que finalement, tout cela a un lien avec le fait qu'une partie du Cameroun a été administrée par la Grande-Bretagne à l'époque comme faisant partie intégrante du Nigeria. Il s'en est suivi un plébiscite qui a été organisé par les Nations Unies, qui a conduit à quoi? Au fait que le Cameroun s'est retrouvé, du fait de l'effet de ce plébiscite, amputé du 2/3 de son territoire, puisqu'une partie de sa population a choisi d'être rattachée au Nigeria. Donc, en fait, c'est pour dire, sans repartir trop en avant dans le passé, que ces modèles de confusion administrative britannique sont à l'origine des confusions d'aujourd'hui. Pour moi, la question anglophone, et j'en parlais dans un article que j'ai écrit,
La réelle question qu'on doit se poser, mais je ne la poserai pas très haut, je ne suis pas ici pour cela, est-ce qu'on peut parler d'autodétermination du peuple anglophone? En droit international, la question juridique, elle est là. Est-ce qu'il y a un peuple anglophone? En général, comme on l'a fait au Québec, la problématique s'est posée. On peut regarder ce qui s'est passé ailleurs. On s'est demandé, pour qu'on parle de peuple, il faut qu'il y ait une continuité géographique ininterrompue. Est-ce que c'est le cas entre le nord-ouest et le sud-ouest? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un corridor de manière complètement continue sur lequel des populations estimeraient être des populations d'une même obédience ou d'une même allégeance? Première question. La deuxième, il faut qu'il y ait une volonté pour ces populations de vivre ensemble dans un espace, un territoire qu'elles auraient choisi. Ça encore, on peut dire qu'il y a une volonté, hein, il y a un ferment d'unité. Mais l'autre élément, c'est qu'il faut qu'il y ait une organisation politique qui se rapproche d'une organisation étatique. Nous avons vu la République putative d'Ambazonie. Mais peut-on dire que la République putative d'Ambazonie est un gouvernement qu'on peut reconnaître au sens du droit international? Donc pour moi, voilà. Or, ces conditions, pour qu'on parle de peuple anglophone, il faut que ces conditions soient cumulativement réunies. Pour le moment, le Cameroun, l'État du Cameroun n'a pas voulu ou pas pu se poser la question. Le Cameroun a essayé de résoudre ce problème, mais on voit bien que s'il n'est pas résolu, c'est qu'on peut encore évoluer. Le Cameroun a essayé de se dire, mais d'ailleurs, quand on voit les constitutions, dont celle qui a été écrite en 1996 par quelqu'un dont je porte encore malheureusement le nom, on se rend bien compte que dans la Constitution de 1996, il y avait déjà une forme de décentralisation très accélérée. Donc on peut s'interroger et se demander, aujourd'hui on nous dit, on refuse, parce que ça a été clair, même lors du grand dialogue national, le postulat de base a été de dire, on refuse, on va durant ce grand dialogue parler de tout sauf de la forme de l'État. Or, dans les revendications de certaines de ces populations, je dis bien certaines, l'une des revendications principales porte sur le changement de la forme de l'État. C'est-à-dire qu'on a des versants séparatistes, et comme le divorce, vivre de manière séparée. On a des versants autonomistes, mais on a un versant fédéraliste. Pour le moment, le choix de l'État du Cameroun, c'est de refuser la posture fédéraliste. Et je dis bien que la posture fédéraliste, même au sein des mouvements sécessionnistes, elle n'est pas homogène. Vous avez certains qui revendiquent un État à 5 pays, etc., etc. Mais la posture du Cameroun, c'est de dire, je refuse le principe de changement de la forme de l'État, je refuse le fédéralisme et je propose, hein, en Paragon, qu'on élargisse la décentralisation. Mais la petite remarque que je vais faire, même si je ne suis pas spécialiste de droit constitutionnel, c'est que pour le moment, les résolutions qui ont été prises au grand dialogue sont des résolutions politiques. Tant qu'il n'y a pas de modification de ce qui est la grande norme, la norme suprême fondamentale qui est la Constitution, ça ne reste que ce que c'est des résolutions politiques qui n'ont pas, sur le long terme, des effets pour le moment juridiques. Donc pour le moment, pour finir là, on attend que on sort de là comment? Alors, pour le moment, je pense, et peut-être c'est le défaut de l'internationaliste, que pour organiser des négociations, en tout cas c'est ce que j'ai appris dans ma pratique aux Nations Unies, à l'Union africaine, il faut négocier avec ceux avec lesquels on est le plus fâché. Ça veut dire que de manière très concrète, les séparatistes et leurs leaders sont clairement identifiés. On sait qui ils sont, on sait où ils sont. Il faut reprendre les négociations. Moi, je suis favorable à une posture de négociation. Il faut reprendre les négociations pour essayer de faire avancer ce processus qui s'enlise. On est finalement dans une situation où on n'est pas dans une situation de paix. On n'est pas dans une situation, en tout cas pour ceux qui sont à Yaoundé et qui ne vivent pas forcément les affres de la vie en périphérie, comme au nord-ouest ou au sud-ouest, pour eux, ils se disent, on n'est pas en situation de guerre. C'est pour ça que je vous ai dit les terminologies en sens. Donc, finalement, on est dans une situation de guerre latente ou de guerre larvée. Mais il y a encore des personnes qui meurent. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours des solutions qui peuvent être entreprises. Voilà.
Je veux qu'on passe pour finir à votre casquette d'écrivaine, en même temps essayiste, romancière. Par contre, vous avez dit quelque chose sur lequel je ne peux ne pas m'arrêter. Est-ce lourd de porter le nom d'un constitutionnaliste, parce que vous avez dit dont vous portez malheureusement encore le nom? Alors, je pense que je me suis beaucoup exprimée sur la question du patronyme. J'ai un positionnement pour moi qui est un paradigme féministe, qui est le fait de dire qu'une femme, on a dans notre pays une ordonnance, qui est l'ordonnance de 1981, qui autorise à une femme mariée, ce qui est mon cas, la faculté. Qui dit faculté, c'est-à-dire le fait de choisir ou pas de porter le nom de son époux. Alors, en Afrique, il se trouve que dans les années très postérieures aux indépendances, on a des états civils et qu'en fonction de nos ethnies, on peut hériter du nom de son père. Quand je dis que malheureusement je porte le nom de mon père, je veux dire, je sais que cela choquera plusieurs personnes, mais je l'assume, que finalement les femmes vivent une forme d'aliénation. Parce que la société telle qu'elle est conçue en Afrique voudrait nous faire partir d'une identité où on est lié au pater potestas dans sa grande puissance familiale, et puis on va partir de la pater potestas du père pour finalement se réfugier dans le giron d'un mari. À quel moment on existe par soi-même? Donc j'estime que c'est pour cela. Et c'est ça le mérite d'être clair. Peut-être c'est ce qui explique les titres de vos livres. Là je parle des romans, Le bal des salauds. Celui que j'ai entre les mains, qu'on voit à l'écran, c'est Sulfureuse. J'ai dit tantôt grande défenseur des femmes, mais je dois aller plus loin que ça. C'est la grande féministe. Bon, je pense qu'on peut être féministe et être féminine. Hein? On est loin de l'image. Je vois que vous, ici au Québec, vous êtes très avancés dans les droits des femmes et que vu côté camerounais, on me dit toujours « Ah, c'est un pays de virago ». Parce qu'une femme qui est censée revendiquer ses droits est forcément une femme émancipée et qui viendrait être là pour corrompre les autres femmes, comme cela a d'ailleurs été perçu à travers la question du patronyme. Je pense tout simplement que j'estime qu'on est en 2022, nous élevons des filles, vous avez des jeunes filles. Là derrière tout ce débat, c'est de pouvoir dire à une jeune fille aujourd'hui, comme les milliers d'étudiantes que j'ai, que tout ce qu'une femme fait, un homme fait, une femme peut le faire. Une femme peut le faire. Et à travers mes œuvres, qui sont des œuvres qui portent sur des histoires de passion, teintées quelquefois d'érotisme aussi, je veux décrire des situations vécues par les femmes africaines, avec les situations de veuvage. On a des pratiques qui sont néfastes, qui sont d'ailleurs interdites par l'accord de Maputo, qu'un pays comme le nôtre a ratifié. Mais on se rend bien compte que tout le droit successoral et même encore le code civil restent sur des points encore incompatibles avec des situations successoriales où les femmes sont désavantagées par rapport aux hommes. On a beaucoup évolué au Cameroun, on a désormais un code pénal qui a eu le grand mérite, ça a été très applaudi, de pénaliser finalement l'adultère de manière égale, puisque vous saviez que jusqu'à quelques années n'était puni que l'adultère du mari, qu'aucun vous le trouviez en train d'exercer, voilà, sur le lit conjugal. Donc on peut dire qu'il y a des évolutions dans nos sociétés, mais ce dont vraiment je veux persuader les jeunes femmes, c'est que tout a une dignité ou un prix. C'est Kant qui le disait, et que pour moi, la clé pour une femme, c'est son autonomie financière. Parce que quand une femme n'est pas obligée de se vendre, elle a sa liberté, la liberté de consentir, c'est-à-dire finalement de choisir et d'élire. Donc ça a des répercussions dans toutes les strates de notre société et de notre vie. Je vous dis merci. Sulfureuse, on le retrouve sur Amazon. Voilà, on peut le retrouver. Alors, n'allez pas chercher Félicité Feugueux, cherchez ina.o. De toute façon, c'est bien marqué là sur le livre. On va aussi mettre le lien bien en évidence sur notre vidéo. Donc, vous pouvez retrouver ce livre-là, Les Sulfureuses. Merci beaucoup d'avoir fait une halte chez nous. J'ai envie de vous demander pour partir, quand est-ce que vous revenez nous voir, parce que je pense qu'il y a des choses que vous pouvez raconter à
voilà, parler de la femme africaine, parler de beaucoup de choses sur l'Afrique, ici au Québec. Est-ce qu'on vous revoit? Je souhaite vraiment revenir parce que je m'imprègne et me nourris à ce multiculturalisme du Québec qui est très important pour nous. On a des États comme l'État indien qui ont un multiculturalisme à sensibilité ethnique qu'on veut exporter dans des pays comme les nôtres. Il faut un peu analyser ce que ça donne. Et le Québec est un beau terreau d'observation, donc je reviendrai avec plaisir, et peut-être pour produire un livre comparatif sur le multiculturalisme au Cameroun et au Québec. Surtout qu'il est bien défendu par des personnalités de la diaspora comme vous. Merci beaucoup d'être venu nous voir.